que jamais comprendre. Tout n'était que rivaux. En le temps passé, je sais dit ou pas même changer. M'en pas te qu'à s'y poser, m'en te qu'à y parler bas, m'en te même oublié, ça m'en te qu'à y coucher, ou un seul coup d'yeux fait moins craquer. M'en te qu'à y résister, mais l'amour a été douce, les nous pas t'as qu'à jouer. Si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous te causer, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous expliquer, coller, serrer, nous te cadencer. Mais si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, coller, serrer. Ou là tout près moins qu'à sourire. Et ça qu'à moins envie. Ni tchembe ou en bras moins. Pour nous périr commencer. Si nous te prenons pour nous te parler. Donc, sans plus attendre, je m'en vais comme ça introduire le docteur Mouliom Tapou pour sa présentation. Docteur Mouliom, c'est un privilège pour moi de vous introduire. Soyez le bienvenu. Vous avez la parole. Bonjour, je suis le docteur Moulion Tapou, médecin radiologue, et il m'a été demandé de traiter le sujet imagerie médicale pour le diagnostic étiologique de la douleur abdominale aux urgences dans le cadre de ces journées thématiques. En guise d'introduction, rappelons juste quels sont les buts de l'imagerie dans le cadre de ces douleurs abdominales. Ainsi, le radiologue pourra aider à confirmer ou affirmer le diagnostic que le clinicien aura évoqué ou pas, rechercher l'étiologie de la douleur, évaluer ses complications ainsi que d'autres signes associés, éventuellement contribuer au traitement grâce à la radiologie interventionnelle et suivre l'évolution post-thérapeutique. Les causes de douleur abdominale sont multiples et variées dans leur dangerosité, leur pronostic. Ainsi, on peut avoir des pathologies quasi immédiatement mortelles, comme une rupture d'anévrisme. On peut avoir d'autres pathologies comme l'appendicite aiguë, la cholécystite aiguë, pour lesquelles on a le temps de poser un diagnostic et d'intervenir à moyen terme. Et puis d'autres pathologies comme une gastro-entérite, une lymphadénite, qui parfois régressent tout à fait spontanément. Les cliniciens l'ont déjà sûrement largement évoqué avant nous, mais l'imagerie peut être d'un bon apport dans la recherche de toutes ces étiologies de douleurs abdominales. Du point de vue du radiologue, l'orientation vers l'étiologie de la douleur abdominale est souvent fortement guidée par sa localisation. Pour ce qui est des douleurs localisées, à l'hypocondre droit, par exemple, on pensera premièrement à une cholécystite aiguë. Si on se trouve à la fosse iliaque droite, on pensera d'abord à une appendicite aiguë, sans exclure les causes gynécologiques chez la femme. Dans les flancs, que ce soit à droite ou à gauche, on pensera d'abord à une pathologie urinaire rénale, notamment une urolithiase, une pyélonéphrite. Des douleurs à point de départ épigastrique pouvant irradier vers l'hypocondre gauche feront penser à une pancréatite aiguë ou par exemple à une perforation gastrique ou duodénale. Et à la fosse iliaque gauche, on va souvent penser à une sigmoïdite diverticulaire. En ce qui concerne les douleurs localisées, lorsqu'on parle de causes gynécologiques ici,
on pensera à des diagnostics assez fréquents comme un kyste hémorragique, une torsion d'annexe ou une grossesse extra-utérine. Mais lorsque on est en face de douleurs généralisées, on sera donc en droit d'évoquer des diagnostics comme une occlusion intestinale, une ischémie mésentérique ou une péritonite aiguë généralisée. Quels sont donc les différents moyens d'imagerie qu'on va employer pour rechercher l'étiologie des douleurs abdominales aux urgences? De façon usuelle, et particulièrement dans notre contexte au Cameroun, trois outils principaux seront employés par le radiologue pour la recherche de l'étiologie des douleurs abdominales aux urgences. Il s'agira, en matière de radiologie conventionnelle, de la radiographie de l'abdomen sans préparation. Il s'agira de l'échographie abdominale et enfin de la tomodensitométrie ou scanner abdominal que nous mettons ici en exergue parce que cet outil aujourd'hui se démarque comme le gold standard en radiologie pour la recherche de l'étiologie de la plupart des douleurs abdominales. Pour l'anecdote, nous citons quand même l'IRM, un outil rarement employé en urgence, mais qui peut être pertinent sur certains types de patients. Attardons-nous premièrement sur la radiographie de l'abdomen sans préparation. Sous d'autres cieux, c'est un examen qui est de moins en moins demandé dans l'exploration des douleurs abdominales aux urgences. Mais dans notre contexte, il reste un outil couramment demandé qui peut avoir de l'utilité particulièrement dans les zones à ressources limitées, en zone rurale, etc. Cet examen reste indiqué aujourd'hui pour la recherche d'un pneumopéritoine en cas de perforation d'organes creux. Il peut être utile en montrant des signes d'occlusion intestinale des niveaux hydroaériques. On peut l'employer pour la recherche d'une lithiase urinaire, par exemple, radio-opaque, dans l'investigation d'une colique néphritique. Il a pour avantage d'être disponible dans beaucoup de centres, même en milieu défavorisé, et d'être relativement facile à réaliser. Même un personnel non radiologique, un peu outillé, peut réaliser une radiographie de l'abdomen sans préparation. Malheureusement, c'est un examen dont la sensibilité et la spécificité sont assez réduites. Il existe des cas authentiques d'occlusion intestinale où on ne verra pas de niveau hydroaérique, tout simplement parce que le contenu intestinal est quasi complètement liquidien. Pour qu'on ait des niveaux hydroaériques, il faut qu'on ait un contenu mixte, hydrique et aérique. Il sera également limité si on a de très petits pneumopéritoines. Il sera limité si on a même un pneumopéritoine, mais que l'examen est réalisé couché de face, auquel cas il y a des signes extrêmement subtils qu'il faut être capable de reconnaître pour poser le diagnostic de pneumopéritoine. Il a également l'inconvénient d'être irradiant, donc on l'utilisera avec parcimonie, sinon pas du tout chez une femme enceinte. La superposition des organes peut faire que même un calcul radio opaque passe inaperçu. Et en plus, on ne peut pas analyser finement les tissus. Même si on pose le diagnostic d'occlusion intestinale, avec une radiographie de l'abdomen sans préparation, on peut évoquer le siège grélique ou colique, mais pas plus de précision sur la localisation. Il sera difficile de dire quelle est exactement l'étiologie de l'occlusion. Il sera difficile, ou quasiment impossible d'ailleurs, de dire quelles sont les complications de l'occlusion, quelle en est l'étendue exacte. Bref, c'est un examen qui est limité. Lorsqu'on l'a à sa disposition et qu'il est le seul outil qu'on peut employer, il faut l'employer, mais avoir en tête ses différentes limites. Le deuxième moyen d'imagerie dont nous voulons parler ici, c'est l'échographie abdominale. Alors, c'est un examen roi dans la mesure où ce sera souvent l'examen de débrouillage en première ligne. C'est ce que nous demanderons souvent en premier lieu dans la plupart des douleurs abdominales. Cet examen a l'avantage d'être disponible partout, dans tous les centres de santé quasiment aujourd'hui au Cameroun en tout cas, on peut trouver un échographe, même si malheureusement il n'est pas souvent employé par des mains expertes. C'est un examen qui peut être facile à réaliser quand on sait ce qu'on cherche et comment procéder. C'est un examen qui est réputé
bénin, sans danger, et c'est pour cela qu'on l'utilisera généreusement chez la femme enceinte, même chez l'enfant. Cependant, limite majeure, il est opérateur dépendant. Les performances diagnostiques de l'échographie dépendront largement du niveau d'expertise de celui qui la réalise. Dans le contexte d'urgence abdominale douloureuse, c'est un examen qui peut avoir également beaucoup de soucis. Précisément parce que certaines pathologies vont engendrer la présence de gaz, soit en situation anormale, soit en quantité anormale, ces interpositions gazeuses sont une limite majeure pour l'échographie. C'est également un examen qui risque d'être difficile à réaliser chez un patient qui a des douleurs ou un patient obèse, parce que l'inflation graisseuse va réduire la visibilité surtout des organes profonds. Et en fait, c'est un examen qui a un champ de vue assez limité. Ainsi, on n'explorera que les zones où on sera allé expressément chercher avec sa sonde. Le troisième moyen dont nous voulons parler dans l'exploration des douleurs abdominales en radiologie, c'est la tomodensitométrie. De plus en plus aujourd'hui, cet examen s'impose comme le gold standard pour l'exploration des urgences abdominales non traumatiques, et même dans les traumatismes d'ailleurs. Il a pour avantage d'avoir un champ de vue extrêmement large. Il explore quasiment tous les organes de l'abdomen. Il étudie spécifiquement et plutôt très bien la paroi intestinale. Si même on a une pathologie vasculaire, avec l'angioscanner, on peut bien étudier les lumières vasculaires, poser par exemple le diagnostic d'infarctus mésentérique. La visualisation des collections et des processus inflammatoires est relativement aisée avec le scanner. Et c'est un examen qui est plutôt rapide à réaliser en urgence. Ses limites sont connues. Elles sont liées par exemple à l'utilisation des produits de contraste iodé avec des effets secondaires pouvant aller jusqu'à des réactions allergiques mortelles, même si elles ne sont pas si fréquentes. On peut également déclencher ou aggraver une insuffisance rénale, particulièrement chez des personnes déjà fragiles comme les diabétiques ou les personnes âgées. C'est un examen irradiant, c'est également un inconvénient majeur. C'est pour cela qu'on sera un peu plus prudent dans son utilisation chez l'enfant. On ne voudra absolument pas l'utiliser chez la femme enceinte, sauf si sa vie est vraiment menacée. Et voici un cas où on peut citer par exemple l'intérêt de l'IRM. Si on cherche par exemple une appendicite aiguë chez une femme enceinte, on peut réaliser l'IRM. Mais là, nous sommes dans des exceptions et ce discours n'est absolument pas adoptable et applicable dans notre contexte. Enfin, autre limite de la tomodensitométrie, sa disponibilité et son accessibilité sont plutôt réduites dans les contextes à ressources limitées. Dans une grande région comme celle de l'Ouest, par exemple, il n'y aura qu'une ville où on trouvera des scanners et encore, ils ne seront pas disponibles à toute heure pour tout patient à tout moment. Retenez que les trois moyens principaux qui seront couramment utilisés dans notre contexte pour l'exploration des douleurs abdominales aux urgences seront la radiographie de l'abdomen sans préparation, l'échographie abdominale et la tomodensitométrie. Alors, pour quelques diagnostics usuels fréquents, quels résultats obtiendrons-nous? Le premier exemple que nous voulons vous montrer ici, c'est la cholécystite aiguë. Lorsqu'on demandera l'échographie abdominale, on pourra trouver une vésicule biliaire avec une paroi épaissie, feuilletée, un contenu échogène. Parfois, à bien regarder, on verra un calcul qui est enclavé dans le fond de la vésicule biliaire, son collet. Si le traitement n'évolue pas de façon favorable ou que le patient montre des signes d'aggravation, on pourra faire un scanner avec injection de produits de contraste où on trouvera peut-être que la cholécystite aiguë s'est aggravée avec la présence de micro-abcès, comme on peut le voir sur cette image. Pour ce qui est de l'exploration de la colique néphrétique, lorsqu'on va réaliser l'échographie, on pourra peut-être trouver une dilatation des cavités piéliques et calicielles comme ici, et entre des mains entraînées
à bien regarder, en cherchant bien, peut-être qu'on trouvera un urétère dilaté, tel qu'on peut le voir ici, au fond duquel on reconnaît ici une formation hyper-échogène avec un cône d'ombre postérieur qui correspond en fait au calcul enclavé qui a engendré la dilatation de l'urétère et plus haut des cavités pyélo-calicielles. Mais au-delà de l'échographie, on pourrait également réaliser un scanner où on verra encore plus facilement le calcul. Ici, un autre patient. On voit ici un calcul en projection de la jonction pyélo-urétérale. Ici, on a un autre calcul, une lithiase, formation hyperdense intrarénale. Et ici également. Donc, au scanner, c'est beaucoup plus aisé à reconnaître. En cas de suspicion d'appendicite aiguë, l'échographie nous permettra de reconnaître un appendice de diamètre augmenté avec parfois un contenu échogène et puis on verra autour une graisse d'échogénicité augmentée, tout ce processus étant incompressible. Parfois, quand on met le Doppler, on peut trouver de l'hypervascularisation. Si on va plus loin avec le scanner injecté, on verra un appendice de calibre augmenté, souvent de contenu liquidien, parce que l'appendice normal a un contenu purement aérique. Et surtout autour, on verra une infiltration de la graisse qui correspond à la diffusion de la graisse mésentérique. Ici, on a une graisse normale, hypodense, mais là, on a une graisse complètement infiltrée par le processus inflammatoire. Alors, pour montrer quelques cas d'utilisation de la radiographie de l'abdomen sans préparation, nous illustrons ici deux cas de pneumopéritoine, ici avec la présence de volumineux croissants gazeux sous-phréniques droits, qu'on appelle encore croissants gazeux interhépatodiaphragmatiques. Mais ici également, au-dessus de la poche à air gastrique qu'on voit ici, on peut voir un autre croissant gazeux de moindre abondance. Et un œil averti s'interrogera sur la présence de niveaux hydroaériques. De ce côté également, on peut voir croissant gazeux sous-phrénique et là également croissant gazeux sous-phrénique avec des niveaux hydroaériques. Ici donc, on est en droit de penser par exemple qu'il y a eu une perforation d'organes creux qui secondairement s'est compliquée d'iléus paralytique ou d'une péritonite qui a entraîné une paralysie des anses intestinales. Dans le cas de l'occlusion pure, on peut avoir comme ici des niveaux hydroaériques, de nombreux niveaux hydroaériques, mais il faut également savoir que lorsque le contenu intestinal est majoritairement aérique, on aurait une dilatation aérique des anses, comme ici des anses jéjunales, vu la quantité de valvules. On aura plus une dilatation aérique que de niveaux, mais toutefois ici quand même, on a des niveaux hydroaériques. Notre illustration suivante porte sur la pancréatite aiguë, où on verra sur cette image une partie du corps du pancréas qui est bien rehaussée, ici aussi une partie qui est bien rehaussée par l'injection de produits de contraste. Mais quand on regarde ici, on voit une bande hypodense au sein du corps du pancréas qui n'est pas rehaussée, qui correspond donc à une zone peut-être de nécrose pancréatique dans le cas d'une pancréatite aiguë. Et on peut également voir cette plage hypodense tout autour du corps et de la queue du pancréas qui correspond à un épanchement péripancréatique dans le cadre d'une pancréatite aiguë. Le cœur du message de notre exposé n'étant pas tant de faire de manière exhaustive le listing des signes de la sémiologie radiologique extrêmement fournie et riche que l'on peut retrouver quand on explore les douleurs abdominales, mais plutôt d'interpeller sur l'apport de l'imagerie, sur comment le clinicien peut utiliser et quand pour explorer les douleurs abdominales. Nous nous arrêtons là pour les illustrations et nous nous attarderons maintenant sur la stratégie radiologique telle que nous la proposons particulièrement dans notre contexte d'exercice. Selon nous, lorsqu'un patient se présente avec une douleur abdominale, particulièrement une douleur non traumatique, puisqu'en cas de traumatisme, l'étiologie est quasiment connue,
il faut toujours un examen clinique rigoureux et parfois s'aider d'examens de laboratoire. Après quoi, nous suggérons que selon le cas, le premier examen de débrouillage soit souvent l'échographie abdominale. Même si dans certains cas, comme par exemple une forte suspicion d'ischémie mésentérique, on ira rapidement vers l'angioscanner. Dans les contextes où on n'a pas un échographiste entraîné, parfois on aura utilisé la radiographie de l'abdomen sans préparation, par exemple, à la recherche d'une occlusion intestinale. Mais souvent, l'échographie permettra de faire un débrouillage de première ligne. Et c'est seulement lorsque l'échographie, plus ou moins associée à la radiographie de l'abdomen sans préparation, n'a pas été concluante, qu'on va demander la tomodensitométrie abdominale, très souvent avec injection de produits de contraste iodé, sauf par exemple lorsqu'on cherche une lithiase, auquel cas, en urgence, on peut se contenter d'une tomodensitométrie abdominale sans injection de produits de contraste. Ceci nous amène à ce que je considère comme la conclusion de notre exposé, pour laquelle je souhaite que nous nous attardions et que nous retenions comme principal message ce schéma. Quel est le bon examen à demander selon les situations cliniques les plus courantes? Si on cherche la perforation d'un organe creux pneumopéritoine, dans des contextes à ressources limitées, on fera la radiographie de l'abdomen sans préparation en position debout, associée parfois, souvent à une radiographie du thorax de face, parce qu'on peut être en présence d'une pathologie pulmonaire avec une expression douloureuse intra-abdominale. Mais si on en a les moyens, on peut d'office aller vers une tomodensitométrie qui permettra de faire un bilan plus exhaustif. Si on est à la recherche d'une cholécystite aiguë, l'examen de première ligne, c'est l'échographie du foie et des voies biliaires. Si on recherche une urolithiase, on fera l'échographie des voies urinaires en première ligne, couplée dans les milieux où on a des ressources plutôt limitées à la radiographie de l'abdomen sans préparation. Mais si on est dans un centre où on peut se le permettre, on ira vers un uroscanner sans injection, parce qu'on a de meilleures chances de trouver une lithiase s'il y en a une. Devant des causes gynécologiques soupçonnées à la clinique, on fera une échographie pelvienne. Si l'on pense que le patient a une pancréatite aiguë, on va attendre 72 heures en moyenne et faire une tomodensitométrie avec injection de produits de contraste iodé. Le diagnostic de pancréatite aiguë est d'abord clinique, puis biologique. Lorsqu'on est quasiment certain qu'on est en face d'une pancréatite aiguë, il vaut mieux attendre 72 heures après l'apparition des lésions, de la symptomatologie clinique, parce que c'est à ce moment-là qu'on a une meilleure évaluation des lésions en imagerie. Si on soupçonne une appendicite aiguë, l'échographie abdominale reste l'examen de première intention. Sauf bien sûr chez des patients obèses ou des patients qui ont du météorisme, de l'aérocolie. Là, on aura besoin de recourir à la tomodensitométrie avec injection de produits de contraste. Et comme nous l'avons déjà dit, dans les situations exceptionnelles où on n'arrive pas à trancher chez une femme enceinte, c'est l'IRM qui tranchera dans les contextes où on peut cela permettre. L'on soupçonne une diverticulite sigmoïdienne. L'échographie abdominale par des mains entraînées peut permettre de poser le diagnostic. À défaut, ou si celle-ci n'est pas concluante, on fera une tomodensitométrie avec injection de produits de contraste. Et enfin, en cas de suspicion de pyélonéphrite, lorsque celle-ci n'est pas compliquée, elle peut être traitée sans imagerie. Sinon, l'échographie également sera faite en première ligne, permettra de montrer des signes. Et si on est face à une pyélonéphrite qui a des signes de complications sur le plan clinique et biologique, il faudra plutôt faire une tomodensitométrie avec injection de produits de contraste. Voilà donc, mesdames, messieurs, les quelques messages simples que nous voulions transmettre sur l'apport de l'imagerie dans la recherche de l'étiologie des douleurs abdominales aiguës aux urgences. Merci de votre attention.